Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ici, dans cette salle où nous commençons à avoir un petit peu nos habitudes. Effectivement, c'est la troisième conférence que nous faisons. Et donc, merci pour votre présence. Merci et une petite pensée pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu venir en raison de la situation, de la circulation difficile sur Bordeaux ce soir. Et j'en profite, et on leur fera passer le message, mais nous sommes en train de filmer, puisque Philippe Vattelot a accepté que nous filmions la conférence. Et donc elle sera très bientôt accessible en ligne à partir du site SGAN-CNDT. Donc on ne manquera pas de diffuser cette information auprès de toutes les personnes, celles qui n'ont pas pu venir et puis celles qui auraient bien voulu venir aussi. Un petit mot pour dire que cette soirée s'inscrit aussi dans un domaine un petit peu particulier puisqu'on est en période préélectorale et effectivement c'est un événement qui suit celui de la semaine dernière par exemple, qui a vu la venue de Laurent Berger en Aquitaine, et plus particulièrement aussi en contact avec les personnes du rectorat, que ce soit les personnes qui travaillent au rectorat ou les professeurs et tous les personnels qui se déplacent au rectorat. Il était là la semaine dernière et on a pu échanger, et il a pu mettre en évidence aussi toute l'importance pour la CLDT de la fonction publique. Je remercie Philippe Vattelot d'avoir accepté de venir faire la conférence ce soir. Je précise simplement que le sujet nous est apparu évident lorsque nous étions en train de réfléchir à la manière dont on allait pouvoir organiser une conférence supplémentaire. L'évaluation un petit peu partout, beaucoup. Ça méritait trop, voilà. Ça méritait effectivement la venue d'un spécialiste qu'on ne présente plus et qui permet et qui va permettre effectivement de voir un petit peu plus clair sur notamment les enjeux pédagogiques de tout cela. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je passe la parole à Philippe. Merci. Oui, c'est bon. Merci à vous, merci de m'accueillir à Bordeaux. Bon, effectivement, les Gilets jaunes apparemment ont décidé de bloquer un peu la rocade, donc pas le meilleur jour, mais en tout cas, je vous remercie encore plus d'être présent ici pour cette conférence. Donc, dans la petite négociation qu'on a eue avec l'équipe, finalement, on s'est mis d'accord sur ce thème de l'évaluation. C'est un thème que je développe dans de nombreux domaines. Hein. Je fais pas mal d'interventions précisément dans ma discipline. Hein. Je vais me présenter plus en détail tout à l'heure. Et puis, bien sûr, c'est aussi, en effet, comme ça a été dit à l'instant, un sujet qui mérite d'être réfléchi pour voir justement dans quelle mesure il faut aussi éviter de tomber dans ce que j'ai appelé, et je ne suis pas le seul à l'appeler ainsi, l'évaluationnite. Alors, donc je vais me présenter rapidement. Alors, bon, je vous le dis tout de suite, il y a pas mal de petits dessins dans mes diaporamas. Hein, voilà. Alors, c'est pas vrai, hein, je ne suis pas le formateur. Mais je suis quand même trois choses à la fois. Alors, je suis d'abord professeur de sciences économiques et sociales. Je suis évidemment aussi, évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, professeur en temps partagé d'abord à l'UFM, ensuite aujourd'hui à l'ESP, peut-être demain alors je ne sais pas quelle est la dernière dénomination en date, l'INSP, l'INSP, je ne sais pas, enfin bref, et je crains de pire en la matière. Donc en temps partagé, ça veut dire qu'évidemment je suis d'abord et avant tout professeur dans un lycée de l'Essonne, le lycée Jean-Baptiste Corot. Je ne sais pas si vous connaissez Savigny-sur-Orge. C'est en général le moment où ça commence à ralentir avant d'arriver à Paris, vous savez, voilà, dans l'autoroute du Sud. Voilà. Donc c'est là. Et puis, je suis évidemment, alors c'est pour ça qu'il disait qu'on ne présente plus, je pense que c'est quand même très très prétentieux, mais bon, j'ai un blog, je vous montrerai un exemple, et je fais de la veille, c'est pour ça qu'il y a ce jeu de mots un peu foireux, le vieux de la veille sur l'actualité éducative. Donc je fais ça depuis un certain nombre d'années et donc vous pouvez me trouver donc sur différents réseaux sociaux avec toutes ces adresses
Je vais en détailler rapidement quelques-unes, en particulier, et puis bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, et merci à mon ordinateur de nous a rappelé, je suis aussi un militant pédagogique et j'ai été pendant de nombreuses années, une dizaine d'années, président du CRAP Cahier pédagogique. Alors, je précise pour les profs d'anglais que nous savons tous ce que veut dire CRAP, bien sûr, hein, mais voilà, je vous expliquer à votre voisin. Mais donc à l'époque où l'association a été créée, ça n'était pas important. Voilà. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ces questions d'évaluation sous l'angle de la formation, je m'adresse en particulier à ceux qui sont peut-être à l'ESP. J'ai écrit sur mon blog un texte, j'ai mis sur mon blog un texte qui se trouve aussi dans ce livre-là, l'évaluation et ses pratiques, sur justement ce qui me semble important de connaître sur l'évaluation. Donc ça s'appelle SP pour une culture commune de l'évaluation. Mon blog c'est celui-là, donc Chronique Éducation, et alors ça c'est le dernier article, c'est pas le dernier, j'en ai écrit deux, trois autres depuis, mais c'est l'article qui en une semaine est monté à je ne sais plus combien de milliers de vues. Allez savoir pourquoi, hein, et donc voilà, il est aujourd'hui le troisième article le plus lu sur mon blog, alors que ça ne fait que quelques semaines, puisqu'il a été mis sur le blog le 15 octobre. Donc voilà. Alors on y reviendra hein, sur les évaluations de CP-CE1. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des enseignants de primaire qui sont concernés. Ça me semble intéressant de réfléchir à tout ce qui se joue autour de ça. Et c'est ce que j'essayais de dire dans cet article auquel je vous renvoie. Là, je viens de copier pour Florent Vidier le diaporama, mais je mets aussi tous mes diaporamas sur ce site-là, cette adresse de partage de slides. Voilà. Alors, après cette présentation, venons-en rapidement à ce qu'on va essayer de voir. Alors, vous voyez, j'ai rayé ça parce que je pense que ça va être trop long, donc je vais supprimer du diaporama, mais vous le retrouverez peut-être donc sur l'ancien diaporama. Et puis on va donc essayer de réfléchir à toutes ces questions. Alors, si on veut que ça soit interactif, et comme on n'est pas très nombreux, c'est une chance, hein, là aussi, d'une certaine manière, eh n'hésitez pas à réagir. Hein, mon diaporama il est fait pour ça. Moi je dis souvent, et c'est pas du tout de la fausse modestie, qu'un intervenant c'est une sorte de médium, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient et qui donne l'occasion à des gens de se rassembler à un moment donné pour cette occasion. Mais ce qui est intéressant, c'est la rencontre qui se fait, et pas seulement ce que raconte le type qui est sur scène. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas évidemment à m'interpeller ou à vous sentir interpellé par telle ou telle image ou petit dessin. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je dis ça pour les amateurs de séries, cette série qui s'appelle Black Mirror. Hein, voilà. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu le premier épisode de la saison 3, qui s'appelle Nosedive. Voilà. Et si d'autres ne connaissent pas cette série qui est extrêmement flippante, qui fait très peur, je vous invite vraiment à la regarder parce que c'est une série d'anticipation et de dystopie, hein, comme on dit, pour faire chic, hein, c'est-à-dire on essaye de tirer le fil d'une tendance et puis jusqu'au cauchemar. Et là, cette série, ce premier épisode de la 3e saison, présente une société qui est complètement obsédée par l'évaluation. Tout est noté. Hein, il y a une religion du chiffre, une religion de la note qui s'opère. Alors, à un moment, je m'étais dit, je pourrais peut-être commencer la conférence en leur racontant mes vacances. Voilà. Puis bon, j'ai hésité, mais vous êtes tous déjà partis en vacances. Et peut-être avez-vous cherché un restaurant sur TripAdvisor ou
La Fourchette ou des sites comme cela. Peut-être avez-vous aussi déjà loué une chambre chez Airbnb, sur le site Airbnb. Et vous avez regardé évidemment les notes correspondant à ces prestations, correspondant à ce service. Hein, vous avez tous déjà peut-être été sollicités pour donner des notes à tout cela. Peut-être même, ça arrive à tout le monde, êtes-vous déjà allé dans des toilettes publiques? Vous avez remarqué, dans les toilettes publiques, maintenant, il y a un petit boîtier avec des petits smileys hein, sur lesquels on peut appuyer. Vous n'avez jamais vu ça? Si. À l'aéroport, dans les gares, etc. Et évidemment, alors on peut se dire, bah, ça ne prête pas à conséquence. Hein. Sauf que si, ça prête à conséquence, parce que la personne qui nettoie les toilettes, eh bien, à travers ce biais, elle est notée. Hein, et évidemment, de cela va dépendre eh ben, peut-être même une partie de son salaire. Ça peut arriver, de même que le chauffeur Uber, s'il a une mauvaise note, il va aussi être concerné. Et donc, on commence à se poser des tas de questions sur cette obsession de la note, sur cette obsession du chiffre, hein, et il y a pas mal d'articles en ce moment qui commencent à s'interroger sur cette évaluationnite qui est de plus en plus présente. Alors, je pense que non, c'est un quinzomadaire, mais on est passé au numéro suivant. Le numéro de Society, c'est une revue qui est pas mal faite, sortait son numéro de la quinzaine dernière, intitulé donc justement Tous notés. Donc vous voyez, en fait, c'est quelque chose qui est assez important. Et puis bien sûr, parce que là on est au SGEN CFDT, on est évidemment avec des gens qui, pour la très grande majorité, voire la totalité, sont des enseignants. Vous l'avez reconnu. Hein, voilà. Donc, on va bien sûr nous concentrer quand même sur la question de l'évaluation dans le domaine de l'école. Mais l'évaluationniste, vous le voyez, elle est présente un petit peu partout. C'est ça qui me semble important. Alors, c'est quelque chose qui était très présent dans les livres de Jean-Michel Blanquer. Vous savez qu'il a fait plusieurs livres, hein, et donc, en particulier, dont l'avant-dernier, le dernier c'est l'école de la confiance, là, mais l'avant-dernier, c'était l'école de la réussite, ou je ne sais plus le titre, enfin bref, il y a toujours le mot école dedans. Et c'était en fait une gigantesque lettre de motivation, puisqu'il l'avait envoyée à tous les candidats, on va dire, de droite et du centre. Et donc, dans ce livre, il mettait en avant, il mettait en évidence la nécessité de faire rentrer la culture de l'école, enfin la culture de l'évaluation, pardon, dans l'école. Hein, et on en a une assez belle illustration avec ces fameuses évaluations de CP-CE1 hein, qui ont été mises en avant par le ministre comme étant un moyen finalement de promouvoir une évaluation qui était à la fois bien sûr une évaluation des élèves, mais il y a eu quand même pas mal d'interrogations et à mon avis à juste titre sur l'usage qui peut être fait aussi de ces évaluations pour d'une certaine manière évaluer aussi qui, les écoles, les enseignants, on ne sait pas, il y a en tout cas une grosse ambiguïté là-dessus. Et donc c'est pour ça que cette question de la culture de l'évaluation, c'est pas une question innocente parce que ça vient de loin. C'est pas seulement la culture Uber, hein, si je puis dire, mais c'est aussi toute une évolution dans ce qu'on pourrait appeler une conception du management, une conception de l'évolution de la fonction publique. Alors, évidemment, on pourrait en sourire, on pourrait se dire, bah ouais, finalement, on est tous en train de noter des tas de choses, etc. Bon, bien sûr, mais au-delà du sourire, en fait, il faut rappeler que ça vient de loin.
Alors, en France notamment, je suis allé rechercher ceci. En janvier 2008, c'était la commission Attali qui prévoyait, alors elle avait donc élaboré un certain nombre de décisions, alors c'était les décisions 227 et 228, d'évaluer tous les services de l'État hein, et de faire évaluer tout agent d'un service public, professeur, fonctionnaire, conseiller supérieur, et par les usagers. Donc ça, c'était en 2008. Le secrétaire de la commission Attali, comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'est bien lui. Oui, voilà. Donc on est quand même dans le prolongement de cette dimension-là. Hein, je pense que il faut. Je me demande si le micro est utile là ou pas. Non, c'est pas utile, hein. Bon, ça va. Parce que en fait, ça fout le micro. Bien. Alors, c'est à peu près le même effectif que ma classe de terminale, comme ça va. Je n'ai pas de micro. Alors, donc oui, on est dans ce qu'on appelle le New Public Management, comme on le dit en anglais. Autrement dit, une évolution du management qui met la note, met l'évaluation, met le chiffre comme étant au cœur de cette évolution et évaluation, les deux mots ici sont presque synonymes, de l'administration. Et donc, en fait, l'idée c'est que les résultats doivent orienter les comportements des agents, orienter les comportements des institutions. Alors, ça peut être la pire et la meilleure des choses. Ça peut être une bonne chose dans la mesure où, évidemment, c'est important d'avoir un retour sur son action. Toute action, quelle qu'elle soit, mérite qu'on ait un retour sur ce qu'on fait. Hein, on se définit des objectifs, et évidemment, ensuite, c'est intéressant d'avoir un retour sur là où on en est par rapport à ces objectifs. La question, c'est quoi, me semble-t-il? C'est déjà qui définit. Est-ce que c'est une autorité supérieure qui définit des objectifs comme ça aurait pu l'être autrefois dans le Gosplan dans l'Union soviétique de la grande époque, ou est-ce que c'est une définition qui est faite par les membres de l'équipe, les membres du collectif? Lorsque les membres d'un collectif définissent eux-mêmes les conditions de leur évaluation, c'est pas du tout la même chose que quand quelque chose arrive d'en haut dans une sorte de verticalité qui finalement va complètement à ce moment-là devenir non seulement stressante, mais d'une certaine manière modifier les comportements et aboutir à des biais considérables. D'accord? Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis là-dessus. C'est pour moi toute la différence aussi, évidemment, si j'ai répondu à l'invitation du SGAN-CFDT, c'est parce que je suis moi-même un vieil adhérent et un vieux militant du SGAN-CFDT, mais c'est toute la différence entre l'autonomie vue comme étant celle du chef d'établissement manager ou l'autonomie des équipes éducatives. Hein, c'est une vieille revendication du SGAN et ça me semble important de le pointer. Alors, moi je vous ai dit tout à l'heure que j'étais prof de SES. Et donc la question de l'évaluation est une question intéressante et souvent posée par les profs de SES. Et donc, la mesure d'efficacité, c'est évidemment une démarche assez classique en économie. Hein, la définition la plus simple de l'efficacité, c'est celle de la productivité. On fait le rapport entre ce qu'on engage et ce qu'on produit. Alors le problème, c'est quoi? C'est qu'évidemment, ce qu'on engage, alors c'est à la fois des hommes et des ressources matérielles, etc. Mais ce qu'on produit, c'est quoi? Et là, déjà, se pose une question essentielle qui est celle de, finalement, comment évaluer les établissements, les enseignants, etc. Et donc, en fait, et c'est pour ça que j'ai mis cela sous cette forme-là, on est vraiment plutôt dans quelque chose qui est
très difficile à repérer, très difficile à distinguer. Qu'est-ce qui relève de l'apport de tel ou tel individu? Qu'est-ce qui relève de l'effet établissement? Qu'est-ce qui relève du contexte économique, social, etc. Donc là, on est plutôt dans une sorte de boîte noire, et c'est ça qui me semble important de pointer. Et d'ailleurs, on le sait bien, lorsqu'on s'intéresse en économie déjà aux facteurs de la croissance, on s'aperçoit que c'est là aussi extrêmement difficile à repérer. Donc, en fait, quelle est la plus-value apportée par l'école? Est-ce que les indicateurs de réussite qui sont formulés par la DEP, la Direction d'évaluation de la performance et de la prospective et de la performance, dans ce sens-là, pour les lycées, par exemple, qu'est-ce que ça mesure? Est-ce que ça mesure la valeur ajoutée de l'établissement? Voilà, est-ce qu'on mesure la réussite au bac, ainsi de suite. Et donc, et puis surtout, comment mesurer la performance individuelle dans un système qui est forcément collectif? Moi, en tant qu'enseignant, même si je pense que je suis évidemment le meilleur enseignant qui soit, non, ça va de soi, bien sûr, c'est évident, qu'est-ce qui permet de l'évaluer? Qu'est-ce qui permet de le mesurer? Vous le savez tous, hein, quand on est enseignant, on développe une sorte de sagesse paysanne. Hein. On sait que il y a des années, c'est comme pour les prunes ou les cerises, il y a des années avec, il y a des années sans, etc. Et voilà, il y a des années où ça marche formidablement bien, puis d'autres où ça marche moins bien. Comment est-on capable de mesurer de manière rationnelle, efficace, quelque chose qui est aussi impalpable, indicible que cela? Donc voilà, je voulais un petit peu m'énerver là-dessus parce que c'est quand même quelque chose d'important et je trouve que toute cette question finalement pose plein de problèmes qui méritent que les syndicats s'en emparent et soient vraiment, à mon sens, très très vigilants sur les usages de l'évaluation. Alors un dernier mot, je voudrais aussi... parce que dans ma vie professionnelle, je suis parti aux États-Unis quelques années, et là j'ai vu les ravages de ce qu'on appelle là-bas le teaching to test. Alors, teaching to test, hein, ça veut dire en français enseigner pour réussir aux examens. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de traduire les dessins, hein. J'ai pris 3 petits dessins. Alors, No Child Left Behind, c'était le nom du programme donc, qui a été mis en œuvre pour rénover l'éducation avec fortunes diverses, on va dire ça comme ça. Hein, vous validez? Oui, je suis américaine. Oui, voilà, je l'avais entendu tout à l'heure. Et donc, voilà. Quelques dessins, hein, mais qui montrent bien toute l'ambiguïté. Hein. Lorsque le test, lorsque l'évaluation devient un élément qui détermine la qualité d'un établissement, et les évaluations de CP, CE1, on n'en est quand même pas très loin, hein, on peut se poser des questions. Et alors ce 3e dessin le montre assez bien, puisque là, derrière le jeune enfant, il y a évidemment les enseignants, l'administration et les services éducatifs de la communauté, de la collectivité locale. Voilà, j'essayais de traduire en français. Donc voilà, cette question-là est une vraie question, et c'est une des dérives majeures de l'évaluation. D'accord? Lorsque votre avenir, lorsque votre emploi dépend sans cesse de l'évaluation, il y a quand même ici, évidemment, une vraie question qui se pose. Hein, j'aime beaucoup ce dessinateur qui s'appelle Fabrice R, qui est prof d'histoire géo, pardon, dans la région de Montpellier, et qui par ailleurs fait des dessins. Il a un blog sur le site du Monde, et voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait comme dessin. Et là,
bon, après avoir, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, après avoir mis des notes surtout. Alors, passons à l'école. Hein. Revenons à l'école plutôt, devrais-je dire, puisque je pense que beaucoup d'entre vous y étaient comme moi aujourd'hui, hein, puisque ce matin j'avais mes 4 heures de cours avec mes élèves de terminale. Alors, là encore quelques petits dessins, celui-là est assez connu, c'est pas forcément le meilleur, mais il est assez rigolo. Je voudrais rapidement vous donner quelques éléments pour vous faire réfléchir, et je le répète, réagir sur l'importance de l'évaluation. Et n'hésitez pas à m'interpeller, à réagir là-dessus. Alors, je suis allé rechercher, alors il est un peu vieux, mais je trouve que les chiffres sont quand même extrêmement intéressants. Je suis allé rechercher un sondage qui avait été fait auprès de parents d'élèves sur l'importance de l'évaluation. Alors, je vous laisse lire, parce que là c'est quand même suffisamment gros pour que tout le monde puisse lire, cette question. Souvent, très souvent, la première chose qu'on demande aux enfants quand ils rentrent de l'école, c'est quelle note tu as eu? Eh oui. Alors, heureusement, c'est pas tout le monde, mais quand même, vous le voyez, hein, les parents d'élèves admettent que, enfin, les parents d'élèves interrogés, hein, c'est évidemment la limite de tout sondage, mais les parents d'élèves admettent à 35% hein, que tous les jours, ils vont demander cela à leurs enfants. Alors, là où ça devient un petit peu problématique, c'est que ça a des conséquences, évidemment. Vous arrive-t-il de récompenser argent, cadeau, permission de sortie, etc. ou de punir, privation de sortie, de télé, de loisirs, votre enfant quand il a une bonne ou mauvaise note à l'école? Réponse, 51%, souvent, de temps en temps. Rarement, jamais, 48%. Mais enfin, quand même. Alors, on voit là l'importance, le poids, quand même, hein, que l'évaluation peut avoir, puisque, quand même, les parents admettent que les résultats de leurs enfants peuvent avoir un effet sur le comportement qu'ils vont avoir, qu'ils vont adopter à leur égard. Alors, cette partie-là du sondage, alors on va en dérouler rapidement 2-3 autres, montre aussi toute l'ambiguïté concernant le poids des notes, le fameux débat récurrent sur les notes. 88% des parents déclarent « les notes n'auraient fait qu'une partie du travail de notre enfant à l'école ». On est d'accord là-dessus. Ok ? Mais ils veulent pas les supprimer. Mais il faudrait supprimer les notes chiffrées et les remplacer par un autre système en notation. Là, c'est plus du tout la même farine. Hein, c'est pas exactement le même comportement. Donc vous voyez qu'on est dans le grand écart, dans toute l'ambiguïté, hein, le paradoxe par rapport à l'évaluation. Hein, ils admettent que les parents accordent trop d'importance aux notes des enfants, que l'école accorde trop d'importance, mais quand même, il ne faut pas y toucher. Hein, on est dans cette ambiguïté-là. Voilà. Et les notes sont importantes parce qu'elles donnent une appréciation juste. Alors, après, il y a là une vraie question qui mériterait une conférence en soi, mais on pourra y revenir peut-être dans les questions que vous me poserez, puisque moi je vais essayer de parler pendant 1 heure, mais après on pourra avoir un échange, hein, si j'ai bien compris. C'est quand même un enjeu. Donc on pourra revenir éventuellement sur les questions de ce qu'on appelle la docimologie, c'est-à-dire tous les biais liés à l'évaluation qui montrent que la note est loin d'être dans une rigueur scientifique qu'on lui prête et qui est en fait complètement illusoire. Hein, voilà. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, je le répète. Hein. Bon, alors, la FEV, très bonne association donc, de soutien scolaire, qui est l'Association française des étudiants pour la ville, avait, c'est l'association qui organise chaque année
donc c'est la journée de la fève, et c'est pas l'épiphanie. C'est la journée de lutte contre l'échec scolaire. D'accord ? Et donc, pour cette journée contre l'échec scolaire, ils avaient réalisé en 2011 un sondage sur les notes. Et là, on est, par contre, alors oui, là c'était plutôt à l'école élémentaire. Hein. Et donc, là, on voit que ça a évolué un petit peu quand même. Hein. Pensez-vous que le système d'évaluation soit tout à fait adapté, plutôt adapté, 62%, plutôt pas adapté, pas du tout adapté, 38%. Mais dans quelle mesure seriez-vous favorable au remplacement des notes par un autre système pour les enfants de moins de 10 ans hein, seulement, il ne faut pas non plus demander trop. Plutôt favorable, 37%, tout à fait favorable, 16%. Donc vous voyez que les choses évoluent très doucement, mais quand même, on reste dans un système qui est extrêmement marqué par ce poids de la note, cette pression scolaire qu'on voit à travers cette requête permanente, récurrente de qu'est-ce que tu as eu comme note à l'école, etc., etc. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui va marquer profondément les élèves. Dans un livre paru en 2005 qui s'appelle « L'élève humilié », donc c'est ce livre-là, et Pierre Merle, qui est le grand spécialiste de l'évaluation, enfin il y a 2-3 grands spécialistes de l'évaluation, je vous les citerai au passage, je vous donnerai quelques indications bibliographiques tout à l'heure. Pierre Merle donc questionne des jeunes adultes sur leurs souvenirs autour de l'humiliation. Que pensez-vous qui arrive en tête comme situation d'humiliation, comme situation où là, l'estime de soi a été fortement remise en question, fortement attaquée? C'est d'abord et avant tout les situations liées à l'évaluation. D'accord ? Les copies classées par ordre décroissant, les copies en dessous de 10 mises à la poubelle directement, etc., etc. Enfin bref, des pratiques qui semblent complètement comme ça dépassées, mais qui sont citées par des jeunes adultes, hein, on est en 2004, pardon, et qui les marquent profondément. Donc il y a une vraie dimension qui est importante, hein, et je m'adresse à des gens qui sont des enseignants et qui savent évidemment l'importance de cela, mais c'est toujours utile de rappeler que, bien sûr, l'impact de la note, l'impact de l'évaluation sur l'estime de soi, c'est une dimension extrêmement importante et il faut vraiment le prendre en compte. Et notre système est un système qui, trop souvent, met en avant les échecs, les erreurs, plutôt que les réussites. Et ça, c'est important de le souligner. Alors, j'étais allé aussi chercher un vieux numéro de Phosphore sur le poids des notes, et il y avait quelques paroles d'élèves qui me semblent intéressantes parce qu'elles nous interpellent directement, et même si ça date d'il y a maintenant plus de 10 ans, c'est, je pense, des questions, des réflexions qui sont toujours pertinentes, toujours interpellantes. Donc je ne vais pas vous les lire, je ne vais pas faire comme font certains conférenciers qui lisent l'entièreté de leur diapo. Donc je pense que vous... Mais quand même un élément qui est le ressenti, c'est pareil, c'est immesurable, mais c'est-à-dire qu'il y a l'objectivité des remarques, mais il y a aussi un ressenti d'élèves qui ne correspond peut-être pas à une réalité. Oui, mais on doit l'entendre. On doit l'entendre. Et par exemple, à ce que disent Bertie et Mélissa, hein, les profs nous cataloguent et ensuite ils nous mettent toujours les mêmes notes. C'est une interpellation qui est quand même souvent formulée. Hein, donc ça mérite quand même d'être entendu. Hein, c'est un des biais bien repérés. Hein, c'est ce qu'on appelle en docimologie l'effet de stéréotypie qui mérite quand même d'être pointé. Voilà, donc c'est des éléments parmi d'autres, hein, on pourrait en citer d'autres. J'étais allé chercher aussi
dans un ensemble de témoignages dans un rapport, une étude qui avait été réalisée par le BIOP. Le BIOP, c'est l'Institut des conseillers d'orientation. Hein, il y en a qui parmi vous. Et donc, là encore, hein, on trouve des ressentis assez forts, hein, qui méritent quand même d'être là aussi entendus. Hein, notre prof ne nous expliquait pas le barème et elle ne nous expliquait jamais le notes, etc. Voilà, encore, donc je peux continuer, mais bon. On va passer maintenant à quelques témoignages de profs. Alors, un vieux numéro du Monde de l'éducation donnait des témoignages intéressants. Alors, je vais m'attarder sur celui-ci. Je vous demande de le lire et de réagir, de faire une analyse à chaud de ce texte. Alors oui, si vous pouviez redire ce que vous avez dit, là j'ai vaguement entendu, mais... Il faudrait qu'il passe à l'évaluation par compétence, parce que s'il est embêté avec les notes, voilà. Eh ouais, hein. Et puis ça l'obligera à déterminer les compétences qu'il évalue, parce que là, qu'est-ce qu'il évalue avec ça? D'autres réactions? Mais en fait, je comprends pas trop parce qu'au départ, note un peu sec, mais en même temps, surnote quoi en fait. Donc en notant sèchement, on surnote. On est encore sur du ressenti, hein. Ben, j'ai intitulé ça, je ne vous ai pas pris par surprise, je dis bien que c'est du ressenti. C'est surtout qu'il est en train de se noter lui-même, Oui. par rapport aux notes qu'il met. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que, en fait, il se touche totalement la note de nos élèves, et en fait, c'est lui son miroir de ce qu'il enseigne. Il s'évalue lui-même. Alors il s'évalue lui-même, mais il y a aussi ici quelque chose qui est assez intéressant à analyser, et on le sait bien, c'est aussi le produit d'un décalage dans le discours, entre le discours et les pratiques réelles des enseignants. C'est-à-dire il y a le métier rêvé, et puis il y a le métier réel. Et ce sentiment-là, il est très souvent extrêmement délétère, parce que c'est derrière ce décalage, hein, entre finalement une image qu'on s'est faite du métier construite dans ses débuts ou dans son passé d'ancien bon élève, et entre la réalité de l'enseignement, c'est là qu'on va trouver ensuite tout ce vieux fond de discours sur le niveau qui baisse, sur le bas qui est donné, etc. Mais oui, et puis voilà. Bon. Et en plus, il y a quand même quelque chose effectivement qui est important, c'est quand il dit au fond de moi, je suis bien, voilà, je sais plus, j'ai l'impression de surnoter. Hein, et au fond de lui, il sait que finalement, voilà, il est enfermé dans cette logique-là. Donc c'est une des difficultés importantes, hein, et c'est pour ça que l'enjeu de la formation est ici essentiel, hein, d'arriver à ne pas tomber dans cette forme de deuil dans lequel se trouve un certain nombre d'enseignants, pour justement partir sur des bases qui soient un petit peu plus favorables finalement à une véritable appréciation positive du métier. Parce que là, on sent qu'il vit mal son boulot, quoi, quand même, hein, ce monsieur. Il s'évalue par rapport aux autres aussi, par rapport à ses collègues. Exactement. Voilà. Alors, je vais zapper quelques éléments, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, je voudrais juste vous donner, là encore, c'est un peu un miroir de vos pratiques, quelques statistiques. Je suis prof de SES, donc j'adore les statistiques, évidemment. Alors, l'ouvrage le plus... enfin, le travail le plus intéressant au niveau des statistiques, c'est quelque chose qui est un peu ancien maintenant, mais qui est quand même toujours intéressant, parce que ça avait été fait quand même sur 3561 enseignants dans 597 collèges. Et donc, on avait quand même des choses assez intéressantes.
Travaillez-vous avec des collègues sur les objectifs suivants, régulièrement, assez souvent, occasionnellement, ou bien jamais? Et là, on voit quoi? Quand même, les échanges sur les méthodes pédagogiques, régulièrement, assez souvent, produire des documents d'évaluation, 26%, 25%. Donc là, il y a quand même, alors préparer des contrôles en commun, bon, ça reste quand même une activité essentiellement solitaire malgré tout, mais enfin bon. Alors, combien d'heures? Alors, là, c'est ce qu'on appelle une enquête emploi du temps. C'est-à-dire, on demande aux gens de remplir un livret au cours de la semaine. Voilà, sur le nombre d'heures. Et donc, vous le voyez, la correction des copies, bah, tout le monde en a fait dans la semaine. Hein. Ça c'est clair. Il n'y a pas de semaine où on n'en fait pas. C'est pas... Bon. Hein, c'est pas un scoop ce que je vous raconte là. Non, vous en doutiez un peu. Bon. Et alors 26%, ça c'est en moyenne ce que ça représente dans le temps. Au collège. Alors, maintenant, ça, c'est sur des enseignants de lycée. Alors, donc, correction des copies, vous voyez donc ce que ça représente. Ça, c'est en temps moyen sur la semaine. Et donc, si on le traduit en poids par rapport au temps total, vous voyez que selon les disciplines, alors évidemment, hein, il y a des... il y en a où c'est rien, hein, l'EPS. Bon, c'est pas gentil. C'est pas des communes, c'est des évaluations. Mais oui, bien sûr. Non, mais c'est juste une taquinerie. Non, mais je vais faire une conférence auprès des profs de PS bientôt. Je vais éviter de faire les mêmes blagues, bien sûr, quand même. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? L'image qu'on a du prof, c'est quelqu'un qui fait cours, qui blablate comme je suis en train de le faire là. Mais en fait, la vraie image du prof, c'est quoi? C'est quelqu'un qui corrige des copies. Voilà. C'est quand même entre un tiers et un quart du temps du prof. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Selon les disciplines, entre un tiers et un quart. Ben, c'est pas rien. Et le problème, c'est celui de la satisfaction qu'on peut avoir ou pas à corriger les copies. C'est une activité qui est quand même chronophage. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est pour quel résultat? C'est cette question-là qui devrait être au cœur de nos réflexions, de notre pratique, etc. Et donc là, on est vraiment, à mon sens, dans quelque chose qui est important. Alors, pour faire la transition avec le point suivant, je voudrais revenir aussi sur, toujours dans ce rapport enseigné en collège, en lycée en 2008, là, sur la question « Pourquoi évaluez-vous » Alors, pourquoi évaluez-vous? Alors, vous pouvez donner 3 réponses. Alors, vous voyez les éléments qui arrivent en tête. Alors, évidemment, première réponse, 95%, hein, si on regarde le total des citations, mais c'est aussi en tête en première réponse, mesurer les acquis des élèves. Finalement, l'évaluation, c'est d'abord cela, pour nous. C'est d'abord, finalement, une rétroaction, un feedback. L'enseignant évalue comme quand je suis au volant de ma voiture, je regarde finalement les différents indicateurs, les différents éléments de mon tableau de mon tableau de bord, hein, la vitesse, le niveau d'essence, etc. Parce que ça me donne des indications sur la conduite, dans tous les sens du terme, à tenir. Là, finalement, l'évaluation, c'est un petit peu la même chose. Donc, on la retrouve aussi, cette idée, dans le deuxième. S'assurer que les objectifs ont été atteints. Ce qui est intéressant, c'est le troisième, et surtout la manière dont c'est formulé. Alors, certes, ce n'est que 41%, mais enfin 41% quand même, c'est fournir une note. Fournir une note. Et là, on voit bien aussi que derrière cela, il y a quand même une dimension essentielle dans l'évaluation, c'est que l'évaluation, c'est aussi une pratique sociale. C'est aussi quelque chose qui est marqué par une certaine pression. Dans un établissement, vous êtes un rigolo si vous n'avez pas fait tant
tant de notes. Fournit tant de notes pour le trimestre. D'accord? Et évidemment, ça détermine aussi, bien sûr, des choses autour du niveau. Hein, bien évidemment. Donc voilà, il y a quand même cette obsession de la note qui est évidemment un point important et qui est quand même très caractéristique de notre système. Hein, et donc, c'est vraiment ici quelque chose qu'on pourrait résumer avec cette image. Ça existe. Alors, c'est un vieux dessin, hein. C'est un vieux dessin, mais je l'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup. C'est cadeau, hein, les dessins, je te dis. Voilà. Alors, une petite citation de Philippe Pernoud qui nous interpelle et qui va nous permettre de faire la transition avec le point suivant. Imaginez un restaurant gastronomique, nous dit Philippe Pernoud, dont les clients exigeraient d'être informés de manière continue de la manière dont progresse la préparation du plat qu'ils ont commandé. Du coup, la moitié du temps de travail des cuisiniers consisterait à informer les clients au détriment de la qualité de la cuisine. Donc vous imaginez, vous êtes